Bienvenue à Sujet Capital, un balado mensuel à propos de la gestion passive de portefeuille et de la planification financière et fiscale pour les investisseurs à long terme. Vos hôtes pour ce balado sont James Parkin et moi-même, François Doyon-La Rochelle, tous deux gestionnaires de portefeuille avec PWL Capital. Au programme aujourd'hui pour l'épisode numéro 75, nous passerons en revue les principales leçons de la 26e édition de l'annuaire UBS sur les rendements des placements mondiaux pour l'année 2025. Bonne écoute! Salut James, comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien, François, et toi? Très bien, merci. Donc, je vais commencer le podcast pour nos auditeurs. Donc, le sujet aujourd'hui est une revue de la 26e édition de l'annuaire de UBS sur les rendements de placements mondiaux pour l'année 2025. Faire la revue de ce rapport est un rituel annuel pour notre podcast. C'est la deuxième année qu'il est publié sous la marque de UBS à la suite de la fusion entre Crédit Suisse et UBS. C'est aussi la quatrième année que nous produisons un épisode consacré à ce rapport et le contenu des éditions précédentes est toujours très pertinent selon nous. Je souhaite également souligner que l'annuaire est publié par UBS en collaboration avec les professeurs Paul Marsh, Mike Staunton de la London Business School et du professeur Elroy Dimson de l'Université de Cambridge. Il contribue au rapport depuis le début de la publication. Il y a maintenant, c'est la 26e publication du rapport. Ceci dit, James, peux-tu présenter l'annuaire à nos auditeurs et expliquer son objectif? Bien sûr, François, ça me ferait plaisir. Bon, l'objectif de l'annuaire est vraiment ne change pas d'année en année. L'annuaire présente un historique des rendements réels, donc après inflation, des actions, des obligations, des bons du trésor et des devises sur 35 marchés financiers couvrant les marchés développés et émergents, et ce, depuis 1900, donc 125 années de données. Son but n'est pas de faire des prévisions, mais plutôt d'informer les investisseurs sur la performance à très long terme des classes d'actifs, de l'interpréter, de l'analyser, d'en tirer des leçons, mais finalement, c'est aussi d'éclairer les préoccupations qu'on pourrait avoir sur ce qui se passe dans les marchés présentement. Le contenu de l'annuaire revient toujours au fondement de la gestion des investissements, le lien entre le risque et le rendement et l'importance de la diversification et de l'allocation d'actifs. Ceci fait partie intégrante de notre philosophie d'investissement, comme nos auditeurs réguliers le savent bien. Exactement. Puis je vais commencer cette revue annuelle avec la même question que les années précédentes. James, pourquoi trouves-tu que l'annuaire est utile en tant que gestionnaire de portefeuille? Bien, ma réponse cette année, elle va être la même. Notre discipline est d'investir avec une mentalité d'investisseur axée sur le long terme. Nous ne voulons pas être influencés par le bruit à court terme dans les médias financiers, ni par la volatilité récente des marchés. Ce défi est de taille pour tous les investisseurs, y compris pour nous, les professionnels. Oui, exact. Nous l'avons souvent répété dans ce podcast, c'est simple à dire, mais difficile à faire. Il faut toujours se rappeler qu'on peut facilement tomber dans le piège de vouloir prédire l'avenir. C'est pour cela que l'annuaire est si utile dans notre métier. Ouais, je suis d'accord avec toi, James. L'annuaire nous aide à mettre les événements actuels des marchés financiers en perspective avec l'histoire à long terme des marchés des capitaux. L'édition de cette année met l'accent sur la diversification. Cette orientation là, vient du fait que la concentration du marché américain est à son plus haut niveau depuis 92 ans. Le rapport indique que les 10 plus grandes entreprises mondiales représentent désormais un quart de la valeur totale des actions mondiales. Donc, c'est assez élevé, là. François, l'annuaire évoque aussi le défi des corrélations croissantes entre les marchés, qu'ils soient développés ou émergents, ainsi qu'entre les actions et les obligations, en plus de la concentration croissante des performances parmi les plus grandes entreprises. Notre discipline d'investir à l'échelle mondiale s'est donc révélée payante à ce jour en 2025, car les marchés boursiers américains ont été beaucoup plus volatiles que les autres. Oui, effectivement, James, si on regarde les statistiques de marché de PWL au 30 avril 2025, des statistiques que vous pouvez trouver sur notre site web de Sujet Capital ou le site web de
de PWL Capital. On retrouve les performances là, depuis le début de l'année. Puis les performances que je vais citer sont en dollars canadiens. Donc, depuis le marché américain total est en baisse de 9,2% depuis le début de l'année. Puis depuis son sommet de février, est en baisse de 14,2%. Ceci dit, l'indice S&P TSX Composite, ici au Canada, quant à lui, il est à la hausse de 1,4%. Les marchés des actions développés internationaux sont aussi à la hausse de 7,2%. Puis les marchés émergents, ils font du surplace, mais quand même pas à la baisse. Ils font du surplace, sont à plus 0,1%. Je soupçonne, François, que ces statistiques vont surprendre plusieurs de nos auditeurs parce que à cause des médias financiers et l'impact des marchés américains, on pense que tout a baissé. Oui, les manchettes étaient tellement négatives que les gens ne s'attendent pas à ce qu'il y ait des marchés qui soient à la hausse cette année. Oui, c'est pour ça un portefeuille qui est diversifié à l'échelle mondiale, avec des obligations, etc. Le rendement à la baisse cette année n'est pas tant que ça. Négligeable. Alors, comme on a discuté dans un épisode précédent cette année, au cours des 15 dernières années, les marchés boursiers américains ont largement surpassé les autres. Et ça a amené beaucoup d'investisseurs à remettre en question les bienfaits de diversification mondiale. Mais cette année, on peut dire qu'on voit enfin les avantages, en tout cas à ce jour. Et comme les éditions précédentes de l'annuaire ont montré, l'histoire des marchés à long terme nous enseigne que la diversification ne porte pas toujours ses fruits à court terme, mais qu'elle est bénéfique à long terme. Oui, tout à fait. Puis cette année, l'annuaire met en lumière 10 leçons clés tirées de l'histoire des marchés. Donc, on va passer à travers ces 10 leçons-là. On va commencer par la première. Donc, la première, c'est en 25 ans d'histoire des marchés, ces dernières ont considérablement changé. Effectivement, François, et l'annuaire indique les composantes des marchés il y a 125 ans versus aujourd'hui. Au début du 20e siècle, les compagnies de chemin de fer dominaient les marchés. En fait, aux États-Unis, ça représentait 63% de la capitalisation boursière. Et au Royaume-Uni, près de 50%. À l'inverse, aujourd'hui, les plus grandes industries de 2025, comme l'énergie, bon, évidemment excluant le charbon, la technologie et la santé, ce qui inclut les biotechnologies et les pharmaceutiques, étaient pratiquement inexistantes en 1900. Et même les télécommunications et les médias tels qu'on les connaît aujourd'hui, c'est des secteurs qui sont tout à fait nouveaux et très pesants dans le poids de la capitalisation boursière actuelle. Oui, effectivement. Le rapport souligne que les marchés d'aujourd'hui sont très différents de ceux des années 1900. Les actions dominantes aujourd'hui ne sont pas celles du passé. En fait, c'est pas les mêmes qu'il y a même 10 ou 20 ans. Nous avons souvent abordé ce sujet-là dans notre podcast, mais plus récemment, dans le podcast numéro 67, nous avons passé en revue les recherches du professeur Bessenbinder, où elle a constaté que la plupart des gains à long terme des marchés des actions peuvent être attribués à un petit nombre d'actions. Ces recherches ont également démontré à quel point il est difficile de les sélectionner à l'avance. Je crois que la recherche, moi, James, de Bessenbinder est en quelque sorte liée à l'annuaire, indirectement, parce qu'on met en évidence l'évolution de la composition des leaders des marchés des actions au fil du temps. Donc, il y a constamment un changement à la tête des marchés boursiers là, en termes de capitalisation boursière. Tout à fait d'accord avec ça. On passe maintenant à la deuxième leçon. La surperformance des actions est frappante. Oui. Alors, quand on regarde sur le très long terme, les rendements, évidemment, des actions, c'est très volatile. Pas de surprise là pour nos auditeurs. Mais il faut beaucoup de données historiques pour bien comprendre ce que les rendements à long terme nous disent sur l'avenir. L'annuaire confirme que depuis 1900, le rendement annualisé des actions mondiales est de 9,7 contre 4,6 pour les obligations, 3,4 pour les bons du Trésor et finalement, pour l'inflation, annuellement, elle était de 2,9 sur cette période. Oui. C'est quand même des beaux rendements à long terme, ça, 9,7 sur les actions mondiales. Tout à fait. Maintenant, troisième leçon, les rendements réels des obligations d'État ont été modestes.
OK. Ça, encore une fois, il n'y a pas de surprise là, François. Dans notre épisode numéro 61, nous avons discuté de la recherche du professeur Scott Cederberg. Il a vraiment démontré que les obligations ont eu de faibles performances réelles après inflation sur le long terme. L'annuaire montre que de 1900 à 2024, donc sur 125 années, les rendements réels annualisés étaient en moyenne 0,9 ou 0,6 si on inclut les données pour l'Autriche. Les obligations sont certes moins volatiles que les actions, mais elles ont aussi traversé des périodes prolongées de rendements très faibles ou très élevés. L'écart type moyen des rendements réels était de 13,2 pour les obligations. Ça étonne quand même, hein, François? 23 pour les actions et 7,5 pour les bons du Trésor. Il faut savoir que les écarts types plus récents avec des plus courtes périodes sont beaucoup plus bas que ça pour les classes d'actifs. Quand même surprenant, là, des rendements pour les obligations, des rendements réels annualisés qui étaient en moyenne 0,9 %. C'est assez mince, là. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que le professeur Scott Cederberg suggérait si on peut tolérer la volatilité et le risque d'être 100% en action pour nos portefeuilles. Oui, puisque ce qui nous apprend aussi l'annuaire, c'est que non seulement les obligations, on peut rapporter, mais elles peuvent aussi être très volatiles. Puis comme on l'a vu en 2022, lorsque les rendements ont été négatifs. Donc, la quatrième leçon, James, de l'annuaire, le parcours n'a pas toujours été de tout repos. OK, encore, c'est assez évident. Et comme on vient de l'affirmer, tous les investisseurs savent que les actions sont volatiles. C'est justement pour ça qu'on s'attend à obtenir un rendement de nos investissements dans les actions, mais on s'attend à un rendement supérieur aux actifs qui sont plus sûrs, comme les obligations. L'annuaire montre que sur le long terme, investir dans les actions a été une aventure très rentable. Le rendement réel moyen des actions américaines, le marché le plus performant, a été de 8,5 %, mais les résultats peuvent être très variables. Sur les 125 années étudiées, il y en a eu 6 où les pertes étaient inférieures à 40 %. Mais de l'autre côté, il y en a eu 6 années où les gains étaient supérieurs à 40 %. Oui, quand même pas mal bon là, pour les actions américaines. Un rendement réel moyen de 8,5 %. C'est assez époustouflant. Cinquième leçon, la patience a été précieuse. OK, encore une fois, c'est pas nouveau. Comme investisseur, il faut vivre la volatilité, l'accepter comme un fait. La plupart des investisseurs, par contre, François, je crois, redoutent les grandes baisses des marchés. L'annuaire examine les 4 plus grandes périodes de baisse depuis 1900, en montrant leur ampleur et le temps de récupération, c'est-à-dire qu'on revient à la valeur avant la baisse. Par exemple, après l'éclatement de la bulle technologique en mars 2000, le marché américain a mis 7 ans et demi, c'est-à-dire jusqu'en juillet 2007, pour revenir à son niveau précédent. Ensuite, la crise financière 2008-2009, avec un creux atteint en début mars 2009, il a fallu 4 années pour remonter au niveau pré-crise. Oui, ça, c'est 4 années pour remonter au niveau pré-crise, mais si on prend le cycle complet, là, de la chute initiale à la reprise complète, ça a pris 5,3 années. Là. Par contre, la pire période, là, comme démontre l'annuaire, reste la période du crash de Wall Street qui a débuté dans les années 1929, qui a nécessité 15,5 années pour une récupération totale. Maintenant, pour la sixième leçon, une diversification multi-actif a aidé à gérer la volatilité. Bon, ça, c'est des gros mots. Une diversification multi-actif. Hein. C'est un peu de jargon, si on veut, là. Peut-être qu'il faudrait éclaircir ça pour nos auditeurs. Je crois ce qu'ils veulent dire, François, c'est que en diversifiant en différentes classes d'actifs, on peut réduire les risques d'un portefeuille. Donc, ça, c'est ça la diversification. L'idée est de choisir des actifs qui ne réagissent pas tous de la même manière en même temps. Nous avions abordé ce sujet après l'année difficile de 2022 pour les obligations. L'annuaire de cette année, François, montre que la corrélation entre les actions et les obligations a été, à très long terme, de 0,33 au niveau mondial et de 0,19 aux États-Unis. Cette faible corrélation a permis de réduire les risques,
Mais entre la fin des années 1990 et 2021, il faut se rappeler que cette corrélation était surtout négative. C'est-à-dire que lorsque la valeur des actions baissait, les obligations à contrepoids augmentaient. En rétrospective, c'est vraiment un avantage majeur au niveau gestion de risque pour les investisseurs. Mais cette période, c'est plus une anomalie qu'il faut s'attendre prospectivement que les obligations vont avoir un certain niveau de corrélation. Oui, ben on l'a vu en 2022, cette époque de corrélation négative là, a pris fin assez brutalement quand les actions et les obligations ont chuté en même temps. L'annuaire montre quand même qu'à long terme, les obligations sont en généralement corrélées positivement aux actions, mais offrent quand même une certaine diversification. Là. Donc, la septième leçon, il existe un argument solide pour diversifier au sein même des actions. Oui, là encore, ça rejoint notre philosophie de placement d'avoir des actions canadiennes, américaines et internationales développées et émergentes. Mais tous ces marchés-là sont volatiles. Les actions ont tendance à évoluer ensemble quand la volatilité est très forte. Pourtant, l'annuaire montre que la diversification internationale continue de réduire les risques. Sur les 50 dernières années, les portefeuilles mondiaux diversifiés ont eu de meilleurs ratios Sharpe. Donc, c'est un ratio développé par le professeur William Sharpe qui a gagné un prix Nobel en économie. Et sa théorie dit que les portefeuilles concentrés sur un seul pays, dans la majorité des cas, vont être plus volatiles. Pour nos auditeurs, le ratio de Sharpe est une mesure de rendement ajusté au risque d'un placement, indiquant essentiellement le rendement généré par un investissement pour chaque unité de risque prise. Donc, si on a un ratio de plus que1, c'est positif, ça ajoute de la valeur. Si c'est moins que1, on n'ajoute pas de valeur. Je simplifie, évidemment. Au sujet de la diversification, là, James, c'était vraiment un bienfait pour les investisseurs canadiens, surtout s'ils ont investi aux États-Unis, puisque le rendement des actions américaines a surpassé le rendement des actions canadiennes au cours des 30 dernières années. Donc maintenant, pour la 8e leçon, l'inflation est un facteur clé dans les rendements à long terme. Ben, on entend souvent que les actions protègent contre l'inflation. Pourtant, l'annuaire rappelle un fait fondamental qui est les actions performent surtout en termes réels quand l'inflation est faible. Une inflation élevée nuit à la performance réelle des actions. En fait, François, l'annuaire 2024 disait la même chose, et je cite, « Les actions ont offert d'excellents rendements à long terme, mais elles ne sont pas et n'ont jamais été une couverture fiable contre l'inflation. Elles doivent plutôt être vues comme des battantes de l'inflation grâce à la prime de risque sur les actions. » C'est une nuance importante. Effectivement. Donc maintenant, la 9e leçon, l'or et les matières premières peuvent jouer un rôle de protection contre l'inflation. Ça, je comprends les propos de l'annuaire. Évidemment, ça s'adresse à des investisseurs institutionnels qui ont peut-être les ressources pour transiger ces classes d'actifs. Mais nous, de notre côté, on n'est pas très adeptes. On en a parlé l'année dernière parce qu'ils en ont parlé de cette classe d'actifs pour diversification. Mais selon nous, il est difficile de trouver des produits qui sont un investissement favorable pour nos clients, des investisseurs, des particuliers, que ce soit fiscalement efficace ou que les frais soient raisonnables. Donc, mais pour les grands investisseurs institutionnels, ça peut avoir du sens. Oui, je suis d'accord avec toi, James, là-dessus. Donc, enfin, la 10e leçon, les facteurs ont surperformé à long terme, mais certains styles ont déçu pendant des années. Bien, effectivement, on l'a vécu, nous, François, avec notre diversification vers les actions de valeur et les actions à petite capitalisation. Évidemment, c'est les grandes compagnies américaines de croissance qui ont planté tous les autres classes d'actifs. Oui. Fait que, mais nous utilisons les outils de Dimensional pour exposer nos portefeuilles de nos clients aux facteurs comme, je disais, la taille des grandes versus les petites capitalisations, le style, c'est-à-dire les titres de valeur versus les titres de croissance, et le facteur profitabilité. L'annuaire indique en fait que les facteurs ont surperformé les marchés boursiers globaux sur le très long terme. Et c'est vrai. Donc, les statistiques, quand on regarde très long terme, ces facteurs-là sont performants. Mais il faut vraiment être présent
pour bénéficier des rendements, des primes qu'elles offrent, ces classes d'actifs. Toutefois, il rappelle que les primes peuvent être négatives sur des périodes entières, voire des décennies. Ouais, j'appuie ce que l'annuaire dit ici, James. Évaluer si les facteurs produiront des primes de rendement à l'avenir est une tâche qui est difficile, là. Oui, c'est presque impossible parce qu'il faut prévoir l'avenir. C'est une forme de market timing, puis c'est la psychologie de marché. Est-ce qu'on va bouder les actions de croissance pour les actions de valeur? Est-ce qu'on va bouder les grandes versus les petits? Donc, on a bien vu, François, qu'au cours de la dernière décennie, les grandes capitalisations ont battu les petites et même pour plus long que ça, et que les titres de croissance ont battu les titres de valeur. Fait que l'annuaire défend encore des facteurs avec des données remontant à 1900. Je cite, « La taille, le style, les dividendes, le momentum et la volatilité ont toujours un impact important sur les rendements des portefeuilles et doivent être surveillés par tous les investisseurs. Ils sont cruciaux pour analyser la performance, distinguer les styles d'investissement et évaluer les compétences de sélection de titres. » Ouais. Il faut effectivement parfois attendre longtemps pour bénéficier de ces billets vers ces facteurs et on a eu la preuve, comme tu l'as dit, dans les dernières années. Et comme on le dit, le long terme peut être vraiment long. Alors, François, j'aimerais ajouter une dernière remarque. L'annuaire fait une observation intéressante que j'aimerais partager avec nos auditeurs. Le 21e siècle a maintenant 25 ans. Quand même. Et depuis 2000, les rendements boursiers ont été plus faibles que ceux du 20e siècle. Mais les investisseurs mondiaux ont tout de même obtenu un rendement réel annualisé de 3,5 % avec une prime de risque de 4,3 % par rapport au bond du Trésor. Donc, c'est beaucoup plus bas que les statistiques que j'ai citées dans l'annuaire sur 125 années. Effectivement. Donc, on avait parlé dans notre podcast l'année dernière en expliquant que les rendements futurs seront probablement plus bas. Les investisseurs doivent donc comprendre que l'horizon long terme est bien, bien plus long qu'ils ne le pensent. Oui. Les investisseurs doivent comprendre que le long terme ne signifie pas 10 ou 20 ans, c'est beaucoup plus. Pour terminer, quelles leçons l'annuaire offre-t-il à nos auditeurs en matière de diversification mondiale, James? Bien, François, il n'y a rien de fondamentalement nouveau. Comme nous l'avons souvent dit dans notre podcast, la diversification est au cœur de notre discipline d'investissement. Diversifier un portefeuille entre les actions, les marchés et les classes d'actifs aide à réduire sans éliminer le risque. Au cours des 50 dernières années, sauf pour les investisseurs américains, la diversification internationale a permis d'améliorer les rendements ajustés au risque. Mais les bénéfices de la diversification s'apprécient sur le long terme. Encore une fois, attention, à court terme, elle peut décevoir. Les pertes extrêmes de 2022 dans les portefeuilles classiques balancés 60-40 en est un exemple parfait. Oui. Les bonnes décisions d'investissement sont fondées sur des critères sensés qui peuvent avoir parfois des résultats qui sont décevants. Ça nous ramène, James, à l'importance d'avoir une perspective à long terme et bien comprendre la relation entre le risque et le rendement. Je recommande à nos auditeurs de toujours garder en tête leur objectif à long terme, leur tolérance au risque, leur capacité à encaisser des pertes et leur horizon temporel lorsqu'ils construisent leur portefeuille. Comme nos auditeurs le savent bien, François, on a traversé 4 marchés baissés depuis 2000, donc 2 des plus profondes depuis 125 ans. Et nous devons être récompensés pour prendre un risque d'investir dans les actions. Donc, cette prime de risque que les actions doivent nous offrir, ça existe pour une raison. C'est le prix à payer pour faire face à la volatilité et le potentiel de baisse importante. Oui, effectivement. Donc, pour conclure, j'espère que notre revue de l'annuaire UBS sur les rendements de placement mondiaux pour l'année 2025 aidera nos auditeurs à prendre des meilleures décisions avec leur placement. Nous mettrons un lien vers l'annuaire sur la page de cet épisode et comme nous l'avons dit au début, la valeur de ce rapport réside dans sa capacité à revenir toujours aux principes fondamentaux du risque, du rendement, de la diversification et de l'allocation d'actifs. Puis ça, c'est au cœur de notre philosophie d'investissement. Sur ce, James, merci d'avoir partagé ton expertise et ton savoir aujourd'hui. Ça m'a fait grand plaisir, François. Eh bien, c'est tout pour ce 75e épisode de Sujet Capital. Nous espérons que vous avez aimé.
N'hésitez pas à nous envoyer vos questions et suggestions. Vous pouvez nous rejoindre par courriel à sujetcapital@commercial-pwcapital.com. Également, si vous souhaitez notre expertise dans la gestion de vos actifs, vous pouvez nous joindre en cliquant sur le bouton « Contactez-nous » qui se trouve sur la page d'accueil de Sujet Capital et sur toutes nos publications. De plus, si vous aimez notre podcast, partagez-le avec votre famille et vos amis. Et si vous n'êtes pas abonné, faites-le s'il vous plaît. Encore une fois, merci d'être à l'écoute et joignez-vous à nous pour notre prochain épisode à paraître le 11 juin. N'oubliez pas de consulter le site web de Sujet Capital pour voir nos derniers blogs. Merci et à bientôt.